Bonsoir à tous, bienvenue à ce bar des sciences en vrai. Je leur ai demandé de préparer voilà, une petite introduction, c'est-à-dire qu'en gros, leur avis de spécialistes sur le sujet de ce soir, en fait, comment nourrir 10 milliards d'êtres humains. Donc ils vont se répartir la parole un peu tous les deux. Et ensuite, on vous mettra le micro-trottoir pour les faire agir dessus, en fait. Toi, Joey. Merci pour cette introduction et donc bonsoir à tous. Ça va être assez amusant parce qu'on va faire les deux opposés, on va faire les personnes qui mangent et puis les personnes qui produisent. Et si on considère le sujet de comment nourrir 10 milliards de terriens, on peut partir du présent. Le présent, c'est que nous sommes à peu près 7,7 milliards sur Terre. Et sur l'état nutritionnel des populations, on peut dire qu'il y a mieux à faire, puisque on a à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, donc qui n'ont pas assez à manger. On a les personnes qui n'ont pas suffisamment d'apport en certains nutriments et qui du coup ont des maladies nutritionnelles associées comme l'anémie. Et là, on parle de plus de 2 milliards de personnes qui souffrent de ces différentes carences. Et à l'inverse, on a les personnes qui consomment trop, en excès de certains nutriments. Et on va se retrouver avec des problèmes de surpoids, d'obésité. Actuellement, c'est 2 milliards de personnes qui sont en surpoids en obésité. C'est 1 milliard de personnes qui souffrent de l'hypertension, dont une raison peut être nutritionnelle. Et pareil, pour le diabète, c'est près de 500 millions. Alors évidemment, ce n'est pas cumulé. Il y a des personnes qui vont avoir ces différents problèmes nutritionnels. Mais donc, du coup, on se rend compte qu'on a quand même une bonne partie de l'humanité qui va avoir ces problèmes de malnutrition. Donc déjà, on peut dire que pour les 7,7 milliards, on peut se dire qu'on n'est pas encore optimal en termes de bien nourrir tout le monde, sachant qu'il y a énormément de problèmes d'accès économique à une bonne alimentation, sachant que ça, on en discutera sûrement plus tard, mais on arrive à peu près à définir ce que serait une alimentation optimale pour un bon fonctionnement et un bon maintien de la santé. Et le futur, c'est quoi? Ça veut dire que dans 28 ans, on va avoir 10 milliards de personnes sur Terre, sachant que ça ne va pas être partout pareil. On va avoir des grosses zones de densité, de croissance démographique, notamment en Afrique subsaharienne, qui sont justement des zones où il y a potentiellement des problèmes d'approvisionnement, etc. Et donc, on va avoir des enjeux de nourrir bien tout le monde, mais dans des endroits et dans des climats qui ne sont pas les mêmes et surtout qui vont changer puisqu'on est dans un contexte de changement climatique. Et pour cela, il peut y avoir différentes solutions qui peuvent être trouvées, notamment des solutions au niveau de l'agriculture. Merci pour la transition. Moi, je vais du coup prendre la perspective un petit peu différente du côté production. En fait, on a un impact de plus en plus important sur notre environnement. On estime aujourd'hui que presque 50% des terres de la surface du globe est utilisée soit pour l'agriculture, soit pour l'élevage. Donc on a un impact relativement majeur à l'échelle planétaire. Et donc comment on va faire pour produire pour 10 milliards, 11 milliards, dans un contexte où on a une évolution du climat qui rend certaines zones plus difficiles à cultiver, qui rend la production variable du fait de la variabilité du climat, des périodes où on va avoir des sécheresses, des périodes comme cette année où on a eu des gels en Europe. Comment on peut faire pour avoir une agriculture plus résiliente à ces changements et qui préserve aussi quelque chose que l'agriculture a fortement impacté, c'est-à-dire la biodiversité, d'autres composantes qui existent à l'échelle de notre planète. Donc voilà, moi c'est plus des questions et après on pourra discuter et puis peut-être proposer des réponses ou des embryons de réponses. Ok, super, merci à toi. Je trouve qu'on oppose souvent la consommation carnée à la consommation végétale et il y a une espèce d'argument populaire quand on se met à parler de ça avec des amis qui voudrait dire que, qui tend à dire que même si on consommait que du végétal, il n'y aurait pas assez de surface sur Terre pour nourrir toute la planète.
Du coup, je voulais avoir une réponse scientifique par rapport à ça. Et préciser que la paupiette de Vio est super bonne. Donc grosso modo, la production, vraiment ce qu'on utilise, cultiver, on est à 15-20%, et les 30 autres %, c'est plutôt l'élevage. On a beaucoup de notre production qui part en gaspillage. On estime de l'ordre d'une 50aine de %, je crois. Peut-être. Donc en fait, aujourd'hui, si juste ce qu'on produit aujourd'hui, si on gaspillait pas, on pourrait nourrir 2 fois plus de monde presque. Donc en fait, presque aujourd'hui, on aurait de quoi nourrir une population plus importante. Donc le problème pour moi, il est plutôt comment on fait, parce qu'on a aujourd'hui des impacts énormes sur notre planète déjà. En termes de... si vous regardez, promenez-vous et comptez, mesurez le poids des animaux que vous voyez, et tous les animaux que vous voyez, à 90%, c'est des animaux d'élevage ou des animaux domestiques. Il n'y a quasiment plus d'animaux sauvages. On a remplacé toute notre faune sauvage par des animaux domestiques. On a eu un impact énorme en 10 000 ans sur notre planète. Donc comment on fait aujourd'hui pour essayer de réintroduire un peu de diversité et à la fois cultiver pour produire, pour nourrir 11 millions. Et donc je pense qu'au nord, ce qui est important, c'est réintroduire de la diversité dans les paysages. C'est-à-dire peut-être cultiver plus en mélange certaines variétés, ça nous permet d'économiser des pesticides. Produire aussi plus de variétés d'espèces, notamment les rotations sont très efficaces. Une année je fais une espèce, une autre année j'en fais une autre. Ça a une efficacité pour les mauvaises herbes. C'est une efficacité aussi s'il y a cette alternance dans certaines plantes qui fixent l'azote de l'air, qui sont bénéfiques l'année suivante. Donc on a ces solutions, elles existent. Au nord, notamment en France, on a eu une agriculture qui a été faite pour être plus uniforme, mécanisable. Donc moi je la comparais tout à l'heure un peu à une Ferrari. Il faut que tout aille bien. Il faut que la route soit plate, pas un caillou. Voilà. Et ce qu'on doit inventer, c'est quelque chose qui se rapproche d'ailes de chevaux, qui puisse avoir des gels, mais pas perdre toute la production. Donc peut-être qu'on doit faire ça en diversifiant nos cultures, ou même diversifiant les variétés qu'on cultive. Je produis, mais hop, il y a du gel, il y a un ouragan, je détruis. Hop, je collecte, je commence à le stocker. Ah, j'ai pas les bonnes infrastructures, donc ça commence à moisir, j'ai des ravageurs qui le mangent. Je l'achemine pour le faire transformer quelque part, le camion il se renverse, j'ai des problèmes de perte. Je transforme mon produit, pareil, il peut y avoir des pertes, etc. J'arrive dans mon magasin, peut-être que les gens n'ont pas envie de l'acheter, la date de péremption est passée, je le benne. Les gens l'achètent, ils le stockent chez eux, ils l'oublient, ah c'est périmé, je le benne. En fait, c'est tous ces endroits-là qui vont créer des postes de perte. Et ça concerne tous les produits alimentaires. De la viande, des végétaux, des légumes, c'est un peu tout. Et ça va dépendre des pays. Il y a des pays où c'est beaucoup plus du gaspillage. Typiquement par chez nous, c'est typiquement les gros postes de gaspillage sont au niveau des supermarchés, au niveau des ménages, mais aussi au niveau agricole. Parce qu'en fonction du type de production agricole que vous avez, si vous n'avez pas les bons débouchés ou de multiples débouchés, il suffit que vous avez une partie de votre production qui n'a pas le bon calibre, alors que vous êtes en contrat avec un distributeur, ça se trouve, vous perdez un tiers de votre production que vous ne pouvez pas valoriser autrement. Donc là, ça, c'est de la perte. Donc il y a quand même un aspect très organisationnel qui va être lié à ça. Et dans d'autres contextes, typiquement en Afrique subsaharienne, ce qui peut être problématique, c'est les infrastructures que vous avez pour stocker votre production, la protéger et faire en sorte qu'elle aille dans une chaîne de transformation et qu'elle arrive correctement dans les marchés. Moi, vous en avez un peu parlé, ça serait comment nourrir déjà Montpellier et sa métropole et qu'est-ce que ça représenterait pour se donner une petite idée. Ça m'intéresse bien comme sujet. Donc voilà, si vous avez des éléments là-dessus, je suis preneur.
Alors malheureusement non, je n'ai pas d'éléments là-dessus puisque je ne travaille pas spécialement sur le contexte montpelliérain. Mais bon, quitte à balancer dans la provocation, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Hérault, on a quand même une bonne partie des terres agricoles qui sont dédiées au vin. Donc on pourrait se poser la question de si on dit il faut se nourrir en local. Déjà, il faudrait aussi développer certaines filières, parce qu'on a quand même aussi hérité en France d'une agriculture localisée. C'est-à-dire on a surspécialisé certaines régions pour produire certaines choses, et des filières qui existaient il y a 60-80 ans ont complètement disparu. Donc déjà, on pourrait essayer de remodeler ça. Et la surspécialisation qu'il y a pu avoir en vin, c'est pareil, on pourrait aussi réimaginer des choses. Donc voilà, il faudrait potentiellement réorganiser, mais ça passera par des politiques agricoles très importantes, parce que l'agriculture en France, elle est ce qu'elle est, de par un investissement très important du politique et des banques pour amener à ce modèle-là. Et donc, pour arriver à un autre modèle, à mon sens, il faudrait un mouvement tout aussi important, parce qu'actuellement, les agriculteurs sont... on va dire, le terme est peut-être fort, mais ils sont prisonniers d'une certaine réalité qui est d'avoir de l'endettement parce qu'il y a dû avoir de la mécanisation, de l'investissement, etc. Et donc, ce n'est pas ces acteurs qui sont des acteurs privés, mais qui sont petits, ce n'est pas eux qui vont pouvoir modifier énormément le système. Mais après, quelles seraient les conditions climatiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme meilleure chose, etc. Bon, ça, je ne sais pas trop, mais... oui, on pourrait sûrement rediversifier un peu plus les aspects. Et après, par contre, il y a aussi toute une relation à avoir avec cette métropole où on a densifié le nombre de personnes et justement les communes autour et les exploitations agricoles qui pourraient exister. On pourrait avoir une meilleure circularité justement des flux, parce que nous, on a énormément de déchets qui ne retournent pas forcément dans les campagnes, qui pourraient être des déchets qui pourraient être utilisés pour du compost, des choses comme ça. Après, il y en a qui ont des solutions très technologiques aussi sur l'agriculture urbaine, où on pourrait mettre des gros conteneurs. Oui, on peut toujours imaginer des solutions comme ça, mais c'est quelque chose qui devrait être réfléchi beaucoup plus largement et beaucoup plus discuté. Juste un commentaire, c'est aussi une agriculture qui a besoin de personnes, de gens. Donc il faut aussi une agriculture rémunératrice. Et ça veut dire aussi que du côté consommateur, il faut accepter de payer un peu plus cher certains produits. Ouais, c'est le pendant de ça.